Ravi de vous retrouver à nouveau dans votre chaîne Smart SVT et dans cette vidéo que je vais consacrer au corrigé détaillé de l'exercice sur la géologie de l'examen national de 2019 SVT, c'est-à-dire la dernière unité, l'unité 4 pour les PC, l'unité 6 pour les SVT, les phénomènes accompagnant la formation des chaînes de montagne et leur relation à la tectonique des plaques. Cette unité est commune aux deux filières SVT et PC. Voici, comme d'habitude, l'exercice en entier pour ceux qui ne l'ont pas encore, s'ils veulent le garder. Passons tout de suite aux détails. Dans le cadre de l'étude des phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagne, on propose les données suivantes. Le massif armoricain situé au nord-ouest de la France a fait l'objet de nombreuses études géologiques selon lesquelles cette unité géologique de faible altitude correspondrait à une chaîne de montagnes. Pour vérifier ce propos et retracer quelques aspects de l'histoire géologique de ce massif, on propose l'étude des documents suivants. Le document 1 présente la carte de répartition des granitoïdes et des roches métamorphiques dans le massif armoricain accompagné d'un schéma simplifié d'une migmatite de la région d'Arzon. Les lits clairs sont de composition granitique et sont riches en quartz et en feldspath. Les lits sombres sont riches en biotite. Et vous voyez qu'il y a pas mal de termes en géologie qu'il faut d'abord comprendre pour pouvoir répondre à la question. Voici notre document numéro 1. La question, en vous basant sur le document 1, dégagez les indices qui témoignent que cette région a subi un métamorphisme régional suivi d'une anatexie. Là aussi, on a deux autres termes géologiques qu'il faut bien comprendre, métamorphisme régional et anatexie. Alors, avant de commencer, il faut d'abord comprendre les termes. Et là, on va faire un petit rappel et commençons par les granitoïdes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par granitoïdes? C'est un ensemble de roches granitiques qui comprennent les granites, les granodiorites et d'autres roches dont la composition en quartz doit être supérieure à 20%. Deuxième terme, migmatite. Alors, migma, le préfixe migma, ça veut dire mélange. Donc, c'est une roche composite qui est formée de lits gneissiques, c'est-à-dire formée de gneiss, roche métamorphique, sombre, foliée, et de lits clairs, quartzo-feldspathiques, c'est-à-dire formée de quartz et de feldspath, qui a une composition granitique. Donc pour simplifier, on peut dire que la migmatite, c'est une roche, c'est un mélange de gneiss et de granit, pour être simple. Le granit, c'est une roche magmatique plutonique. Plutonique, c'est-à-dire elle a subi un refroidissement lent à une certaine profondeur de la Terre. Donc elle a une texture grenue, riche en quartz et en feldspath et qui peut se former par fusion partielle des gneiss. Donc après le métamorphisme, les gneiss peuvent entrer en fusion partielle et former le granit. Métamorphisme régional, on l'appelle également métamorphisme général. C'est un métamorphisme qui affecte les roches sur des épaisseurs et des surfaces importantes. Par exemple, on le trouve dans la base des séries sédimentaires épaisses de plusieurs kilomètres. On le trouve également dans les grandes chaînes plissées, les chaînes de collision par exemple, et il est caractérisé par cette séquence, par exemple, schiste, micaschiste, gneiss. Enfin, l'anatexie. Alors, c'est le processus par lequel des roches du métamorphisme général ou bien régional, soumises à des conditions de température et de pression élevées, subissent une fusion partielle ou bien différentielle donnant des migmatites. Donc, pour simplifier, on va dire que l'anatexie, c'est la fusion partielle de roches métamorphiques qui contribue à la formation des migmatites. Alors, une fois définis ces termes, on peut maintenant exploiter notre premier document. Alors, exploitons le document numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le document? Vous voyez qu'on a, dans la légende, il y a des roches métamorphiques qui affleurent dans cette chaîne.
Il y a également des zones gneissiques. Dans la migmatite, il y a des zones gneissiques, c'est-à-dire des zones où il y a du gneiss. C'est une roche métamorphique. Donc il y a des vastes régions, de grandes surfaces où affleurent des roches métamorphiques. Affleurent, c'est-à-dire ils apparaissent à la surface. Des roches métamorphiques et des régions gneissiques. Et donc on peut déduire qu'il y a un métamorphisme régional. Donc des roches métamorphiques sur de grandes surfaces, donc métamorphisme régional. On constate également la présence de migmatites et de granitoïdes. Et là aussi, on trouve des zones granitiques au sein de la migmatite. Donc on constate l'affleurement de migmatite, dont on a dit que c'est un mélange de gneiss et de granit. Il y a affleurement de granitoïdes, l'ensemble de roches granitiques, et de zones granitiques. Donc, puisque le granit est une roche magmatique, donc il vient d'un magma. Et le magma, il est issu, ou bien il résulte de la fusion partielle de roches métamorphiques. D'où on peut déduire qu'il y a eu une anatexie, une fusion partielle post-métamorphique, c'est-à-dire après le métamorphisme. Voilà, on peut maintenant répondre à notre première question. Alors, proposition de réponse. On observe dans le document 1 l'affleurement de roches métamorphiques et de roches gneissiques sur de grandes surfaces, ce qui indique que cette zone a subi un métamorphisme régional ou bien général. D'autre part, on observe l'affleurement de migmatites, roches contenant une partie gneissique et une partie granitique, de granitoïdes et de roches granitiques, c'est-à-dire roches magmatiques. Toutes ces roches témoignent d'une anatexie, c'est-à-dire fusion partielle post-métamorphique, c'est-à-dire qui vient ou bien qui se produit après le métamorphisme. Deuxième partie de l'exercice, l'examen minéralogique de certaines roches de l'île de Croix révèle la présence des minéraux de glaucophane, de la jadéite et du grenat. Le document 2 représente les conditions de stabilité de certains groupements minéraux en fonction de la pression et de la température. Deuxième question, en vous basant sur le diagramme du document 2, petit a, déterminez les conditions de formation des roches de l'île de Croix. Petit b, déduisez le type de métamorphisme auquel les roches de cette région ont été soumises et puis préciser le contexte géodynamique qui a régné dans cette région. Alors, exploitons notre document 2. Qu'est-ce qu'on a dans le document 2? Un diagramme qu'on appelle le diagramme PT, pression-température ou bien profondeur-température. Vous voyez ici, on a la profondeur, l'axe vertical à gauche. Dans l'axe vertical à droite, on a la pression. Et dans l'axe horizontal, on a la température. Et à l'intérieur du graphe, ou bien du diagramme, on a les assemblages, les groupements de minéraux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'exercice? Que les roches de l'île de Croix contiennent la glaucophane, la jadéite et le grenat. Et donc, dans la première étape, on va chercher ces minéraux à l'intérieur de notre graphe. Les voici, tous les trois. La deuxième étape, on va maintenant projeter les limites inférieures et les limites supérieures d'abord sur l'axe de température. Et qu'est-ce qu'on trouve? Une température minimale de 200 degrés Celsius et une température maximale de 500 degrés Celsius. Dans la dernière étape, on va projeter sur les axes de profondeur et de pression. Et on trouve une pression minimale de 900 mégapascales, c'est-à-dire une profondeur minimale de 30 km. Donc nos roches se sont formées dans une température comprise entre 200 et 500 degrés Celsius et une pression supérieure à 900 mégapascales ou une profondeur supérieure à 30 km. Donc la réponse à notre question 2A, les conditions de formation des roches de l'île, puisque les roches de l'île de Croix contiennent du glaucophane, de la jadéite et du grenat, le domaine qui leur correspond dans le document 2 est le domaine de l'assemblage GL, GA et grenat. En projetant les limites de ce domaine sur l'axe de température d'une part et l'axe de pression et de profondeur d'autre part,
on constate que ces roches se sont formées dans une température comprise entre 200 degrés Celsius et 500 degrés Celsius et une pression qui dépasse 900 mégapascales, c'est-à-dire une profondeur supérieure à 30 km. Poursuivons l'exploitation de notre document 2. On vient de dire que les roches de l'île de Croix se sont formées dans le domaine où se trouvent les minéraux glaucophane, jadéite et grenat. Alors si on passe de la surface de la Terre à ce domaine, on constate qu'il y a une forte augmentation de la pression, mais une faible augmentation de la température. Vous voyez que le maximum de température, c'est 500 degrés Celsius. Et donc on note ceci. Donc, en passant de la surface de la Terre à ce domaine, on a une forte élévation de la pression et une faible élévation de la température, qui reste quand même inférieure à 500 degrés Celsius. Et puisqu'on a haute pression, basse température, donc on peut déduire qu'il s'agit d'un métamorphisme dynamique ou bien dynamométamorphisme. Et où trouve-t-on le métamorphisme dynamique? Quel est son contexte géodynamique, c'est-à-dire sa relation avec la tectonique des plaques? C'est les zones de subduction. Donc le domaine géodynamique, c'est le domaine de la subduction. On peut maintenant répondre à notre question. On constate que les roches de l'île de Croix se sont formées dans des conditions de haute pression, plus de 900 mégapascales, et de faible température, moins de 500 degrés Celsius, ce qui indique que ces roches ont subi un métamorphisme dynamique ou bien dynamométamorphisme. Ces conditions correspondent au contexte géodynamique des zones de subduction. Dernière partie de l'exercice. Les figures du document 3 représentent 3 étapes d'évolution d'une chaîne de montagnes de collision. Alors, voici notre document 3 qu'on va analyser tout de suite. Et voyons la question. Troisième et dernière question. En vous aidant du document 3, retracez l'histoire géologique du massif armoricain. Commençons par l'exploitation de l'étape 1 du document 3, ou bien la figure 1. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans cette figure? D'abord qu'il y a des forces compressives. Et donc, les forces compressives, ils font converger deux plaques lithosphériques. Ils convergent l'une vers l'autre. Ensuite, on constate ici qu'il y a une subduction, une lithosphère océanique en noir qui s'enfonce sous l'autre lithosphère. Donc, subduction de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale. Donc, c'est cette subduction qui explique la haute pression et la basse température, et donc qui explique le métamorphisme dynamique. Alors, après la subduction, à la fin de la subduction, le domaine océanique, il va disparaître. Donc, conséquence, disparition du domaine océanique. Alors, passons à la deuxième étape. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans cette étape? D'abord, les forces compressives, elles se poursuivent et elles continuent. Donc, les forces compressives se poursuivent et la conséquence, la collision des deux masses continentales ou bien des deux marges continentales. Deuxièmement, on constate qu'il y a ce qu'on appelle une suture ophiolitique entre les deux masses continentales ou bien entre les deux marges continentales. Et enfin, on voit qu'il y a des déformations tectoniques dont la conséquence est un épaississement de la croûte continentale. Et quand on dit épaississement de la croûte continentale, c'est-à-dire formation d'une chaîne de montagnes, c'est la chaîne du massif armoricain. Troisième et dernière étape, qu'est-ce qu'on constate dans la figure? D'abord qu'il n'y a plus de force compressive. Au contraire, il y a maintenant des forces distensives ou divergentes, si vous voulez. Deuxièmement, la chaîne de montagne subit l'érosion et sa hauteur va diminuer. Donc, diminution du relief de la chaîne montagneuse. Alors, la diminution du relief ou bien de la hauteur va entraîner une diminution de la pression, ce qu'on voit par la remontée du manteau supérieur. Alors, la diminution de la pression va donner l'occasion aux roches profondes de remonter vers la surface et donc affleurement des migmatites, des roches métamorphiques et des roches magmatiques
qui ont permis de retracer l'histoire géologique de la chaîne étudiée. Donc ces roches, au cours de leur remontée, ils vont garder les traces de l'histoire ancienne de cette chaîne de montagnes. Répondons maintenant à la dernière question, question 3. En se basant sur le document 3 et sur ce qui précède, on peut résumer la genèse ou bien la formation de la chaîne du massif armoricain dans les étapes suivantes. Première étape, convergence de deux plaques avec subduction de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale, ce qui explique le métamorphisme dynamique des roches. Disparition du domaine océanique et collision ou bien affrontement des deux masses continentales ou des deux marges continentales entre lesquelles apparaît une suture ophiolithique, ce qui entraîne des déformations tectoniques et la formation de la chaîne montagneuse du massif armoricain. Troisième étape, érosion et diminution du relief, ou bien amincissement si vous voulez, de la chaîne montagneuse suite à des forces distensives, ce qui permet l'affleurement des migmatites, des roches métamorphiques et magmatiques. Vous avez sans doute remarqué que pour comprendre l'exercice et répondre aux questions, on a eu besoin de pas mal de termes et d'expressions géologiques que j'ai réunis dans cette petite liste et que vous devriez absolument bien maîtriser si vous voulez réussir votre épreuve de géologie. J'espère que l'exercice aura une certaine utilité pour vous. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.